All right, looks like the numbers have stabilized, so Bon, il we're me going to semble que start. le tout est stabilisé, alors on va commencer. Et bienvenue à la série de webinaires sur les solutions climatiques fondées sur la nature. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Charles Thibodeau et je suis coordinateur du programme des approches fondées sur la nature ici au Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Je serai votre hôte pour cette série de webinaires. For those who don't know me, my name is Et Charles pour ceux Thibodeau. qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Thibodeau et je suis coordinateur de programme des approches fondées sur la nature ici au Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick et je serai votre hôte pour cette série de Je webinaires. rappelle que l'interprétation simultanée est disponible. Si vous en avez besoin, choisissez l'icône Zoom appropriée. Simultaneous translation is available. Please select the appropriate L'interprétation simultanée est disponible. Veuillez choisir le bouton approprié sur le bas de votre écran Zoom. Si vous ne requérez pas d'interprétation, veuillez demeurer dans le canal principal. Aussi, un rappel que ce webinaire est enregistré et sera partagé avec les participants à la fin de la série. Fort probable qu'on va vous envoyer un courriel demain avec les enregistrements ainsi que les diapositives. Alors, commençons. Tout d'abord, j'aimerais commencer par reconnaître que je me retrouve aujourd'hui sur les terres non cédées du peuple Mi'kmaq, mais que les gens qui participent virtuellement, pour la plupart, se retrouvent également sur les terres non cédées des peuples Mi'kmaq, Wolastoqey et Passamaquoddy et bien d'autres. Ce grand territoire où je me retrouve se nomme Wabanaki et est couvert par le traité de paix et d'amitié que ces peuples ont signé pour la première fois avec la couronne britannique en 1726. Les traités ne portaient pas sur la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient en fait les titres de ces peuples et établissaient les règles de ce qui devrait être une relation permanente entre les nations. Je demande que nous saisissions tous cette occasion pour réfléchir à notre relation avec la Terre et au processus continu de colonisation et de décolonisation qui a un impact profond sur le travail des activistes et des environnementalistes. Les concepts de la vision à deux yeux, de la planification sur 7 générations et d'autres formes de connaissances traditionnelles autochtones sont essentiels pour assurer un avenir durable à notre planète. For those who do not know where I work, Pour ceux qui ne savent pas où je travaille, le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick a été établi en 1991 et est un réseau de communication qui lie ensemble une centaine d'organisations à but non lucratif environnemental dans la province. Et pourquoi RENB travaille sur ces solutions fondées sur la nature? Ça aide à promouvoir les organisations membres et leur travail, particulièrement sur les bassins versants et les groupes de citoyens. Pour qu'un SFN soit efficace, la communication et la coopération avec divers groupes, étant public, privé, gouvernemental, devraient se retrouver au sein de la solution. Et finalement, les SFN ne sont pas seulement efficaces en termes de coûts et sont plus durables que les infrastructures traditionnelles grises, mais aussi adressent le changement climatique et le développement durable, les objectifs pour ces derniers. Alors, bienvenue à la quatrième partie de cette série de webinaires sur le sujet, accélérer l'adoption des solutions fondées sur la nature, et merci encore de nous joindre. Du départ de la planification pour cette série, nous voulions vous fournir des sessions informatives et bien structurées qui vont aider à équiper les participants avec les outils et les connaissances nécessaires pour incorporer avec succès et d'accélérer l'adoption des solutions fondées sur la nature dans leur collectivité. On vise à éduquer les participants sur les avantages et la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, fournir des études de cas et des exemples pratiques des intégrations avec succès des projets d'infrastructure verts et aussi en discuter des solutions financières, des avantages financiers, environnementaux et sociaux des solutions fondées sur la nature, incluant des coûts évités des événements météorologiques extrêmes et des responsabilités réduites. Et avec ça en tête, nous avons développé cette série de webinaires. Et comme mentionné, aujourd'hui, c'est la quatrième partie, c'est la connaissance, les données et le renforcement de capacités. Les deux animateurs aujourd'hui seront Armin Nika, qui va parler un peu, c'est lui le chef de données
et de recherche à climatedata.ca. À Climatantique va discuter climatedata.ca qui aide avec des données à haute résolution de climat qui aide les preneurs de décision à faire une Canada plus résiliente, et Amanda Marlin de Climatantique, la gestionnaire de formation et d'apprentissage qui va présenter sur le programme ARC qui est présentement sur leur troisième cohorte, je crois. Alors, commençons d'abord avec Armin. Le travail Armin se concentre sur la science et les initiatives de données à Climatantique. Il crée un pont entre la recherche, l'académie et l'adaptation pratique avec au-delà de 10 ans d'expérience à travailler au sein du changement climatique. Son expertise a une grande portée de questions liées au climat. Il détient un doctorat en météorologie et une maîtrise en gestion environnementale de l'Université de Nouveau-Brunswick et est très passionné à propos d'aider les individus, les collectivités et les organisations avec les connaissances et les outils nécessaires pour adapter au changement climatique. Armin, je te passe la parole. Merci beaucoup, Charles, et bonjour tout le monde. Merci de nous joindre aujourd'hui. Et je vais juste partager mon écran. Can you see my screen? Pouvez-vous voir mon écran? Oui, on le voit. Great. So, et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques ressources pratiques de données climatiques qui peuvent aider à l'adaptation climatique, aider à être une concentration, avec une concentration sur climatedata.ca et quelques ressources additionnelles. Aujourd'hui, nous allons passer à travers de trouver des informations climatiques, comment interpréter ces informations et les utiliser. À l'utiliser dans la prise de décision, risque, planification et conceptualisation. Et au travers de cette présentation, je vais lier les données et les actions adaptives à certaines actions pratiques d'adaptation, incluant des solutions fondées sur la nature, incluant la gestion d'eau d'égouts, les côtières vivantes. Alors, commençons d'abord avec la grande question. Pourquoi ces données climatiques sont-ils importantes? Les données climatiques, ça nous aide à supporter les évaluations des risques et la planification. Par exemple, quels défis sont importants ici, dans ma région, et comment peuvent-ils évoluer au cours du temps? Ça nous aide aussi à comprendre des tendances historiques et des défis dans l'avenir. Ce n'est pas seulement ce que nous avons subi, mais ce dont on devrait être prêt pour dans l'avenir. Et de façon importante, des outils fiables rendent ces informations accessibles et actionnables. Le message clé ici pour l'adaptation, c'est que l'adaptation n'est pas simplement plus de données. C'est à propos des données utilisables qu'on peut faire confiance, qu'on peut connecter à la prise de décision, comme j'ai dit, la prise de décision autour des évacuations d'eau, de tempêtes, des côtes vivantes ou la protection des côtes, la planification pour les gens et les actifs. Et une des excellentes ressources qu'on peut commencer avec, c'est le site web de Changement climatique et Environnement Canada parce qu'ils ont des stations d'observation pour notre endroit, des données climatiques historiques et des normes climatiques qu'on peut utiliser pour comprendre ce qui est typique à mon endroit, c'est quoi le climat général dans mon endroit et quels événements extrêmes et événements normalisés sont chez nous. Si on subit des tendances avec différentes variables climatiques et pour le travail adaptif, sachant ces informations historiques pour chaque endroit, et c'est qu'elle nous aide à comprendre quelles variances locales ont lieu et peut nous donner la base pour la conversation avec les preneurs de décision pour l'avenir et pour comprendre à quoi on s'attend pour ma région et qu'est-ce qui n'est pas normal pour la région. Comme j'ai mentionné, une des ressources disponibles qu'on peut utiliser, c'est les normes climatiques. Sortant du site web Environnement Canada, les normes climatiques sont calculées sur plusieurs décennies et sont données annuellement en sommaire et mensuellement. Et avec un aperçu rapide, ils peuvent nous donner un contexte rapide des normes de planification de base
et on peut communiquer nos endroits, le climat avec tout le monde et comparer avec les autres endroits et comprendre qu'est-ce qui est normal dans le passé chez nous. Ici, les normes ne montrent pas des informations clés à comprendre. C'est que les normes ne montrent pas l'avenir, ils démontrent le passé. Voici un exemple d'un graphique de normes climatiques que nous avons ici. Cet exemple spécifique, c'est pour la ville de Saint-Jean, à Nouveau-Brunswick. Ça démontre à un aperçu rapide la précipitation, les totales, les minimums et maximums de température, et je peux utiliser ceci pour mieux comprendre quand c'est quand le temps où la précipitation à mon endroit est typiquement le plus élevé et le plus bas. Quel mois on a tendance d'avoir des conditions de gel? Quel mois on a tendance d'avoir des températures maximales? Quand est-ce je vais subir des situations de chaleur extrême en été qui va m'aider à mieux comprendre si on s'attend à des événements importants de pluie dans l'avenir et de comprendre les solutions fondées sur la nature et comment ils peuvent fonctionner pour mon endroit au cours de différentes périodes de l'année. Alors, les normes nous donnent un contexte et une historique. Mais qu'en est-il si je suis intéressé de mieux comprendre ce qui va se passer dans l'avenir, si je suis intéressé à savoir comment mon climat va paraître sous différents scénarios dans l'avenir? Qu'en est-il si mon endroit en particulier n'a pas de station météorologique avec des données historiques? À ce moment-là, nous devons aller envers climatedata.ca. Et aujourd'hui, nous allons décrire climatedata.ca et ce qu'il offre. Climatedata.ca explore des tendances historiques au travers du Canada ainsi que des données anticipées pour l'avenir. Ils ont ajouté une autre couche à ce qu'offre le site web d'Environnement Canada et l'autre couche se trouve à être les données du futur du climat. Vous pouvez personnaliser les sorties sur climatedata.ca sans avoir à recommencer et vous pouvez apprendre comment interpréter les projections et les détails que vous allez voir sur vos séries de données pour votre endroit et voir des exemples face à comment différents secteurs utilisent déjà des informations climatiques et utilisent ces informations climatiques pour des solutions fondées sur la nature, par exemple pour d'autres pratiques adaptives. Alors, à climatedata.ca, il y a diverses séries de données qu'on peut utiliser, mais pour comprendre quelle serait la meilleure série d'utiliser pour vous, climatedata.ca a aussi une zone d'apprentissage. Il fournit des introductions aux informations climatiques pour les preneurs de décision. Ça fournit des informations pour mieux comprendre des tendances historiques et des projections dans l'avenir, ainsi que des informations pratiques autour de comment utiliser climatedata.ca et les séries de données qui sont disponibles sur ce site web. Et on peut télécharger des matériels de formation et d'apprentissage comme vous venez pour faire des travaux adaptifs avec confiance, parce que les gens doivent défendre leurs choix et leurs décisions. Et ceci est rendu possible avec des bonnes informations et des informations historiques détaillées. On peut répondre à toutes les questions qui seront nécessaires pour justifier votre position et avoir une pratique d'adaptation efficace. Alors, regardons aux données. Voyons ce qui est disponible sur climatedata.ca. Sur cette diapositive, on voit beaucoup de variables. On peut accéder sur climatedata.ca. Ils incluent la précipitation, les métriques, les variables autour de ce dernier, les journées humides, les seuils et des journées identifiées comme étant intenses en termes de précipitation. Nous avons des métriques de température et de chaleur. Par exemple, on peut choisir les journées les plus chaudes, les journées ayant différents seuils, les journées de gel, les situations de gel. Et basé sur votre secteur et vos besoins pour adaptation, vous pouvez choisir chacun de ces métriques de température, lequel est plus personnalisé pour vous. À l'addition de ça, nous avons des métriques de côte comme augmentation de niveau de mer, allocation verticale et, comme j'ai dit, pour les conditions hivernales, les conditions
spécifiques à l'hiver, les variables qu'on peut utiliser pour prendre des décisions. Généralement, je prends pause ici et je dis, on n'a pas tous besoin de tout ceci. On peut commencer avec votre décision à prendre. Vous pouvez commencer en demandant 3 questions importantes. La première étant, traitez-vous des eaux d'égout? La deuxième étant, avez-vous des problèmes d'inondation côtière? La troisième pourrait être, est-ce que vous avez des risques de chaleur ou des risques associés à l'inondation dans votre région? Basé sur la réponse de ces 3 questions, vous pouvez choisir les variables qui connectent directement à la décision que vous devez prendre. Mais regardons les variables les plus utilisées sur climatedata.ca et comment ils peuvent nous aider et informer nos décisions en termes d'adaptation. Une des plus importantes et plus demandées serait la précipitation, les variables autour de la précipitation. Et avec ces variables, c'est la précipitation totale qui nous dit le montant total de pluie et de neige combiné va tomber dans un temps prédéterminé dans mon endroit, dans le passé, ainsi que dans l'avenir. Précipitation totale, c'est différent de plus extrême. Ça démontre les totals annuels qui peuvent être utilisés pour mieux comprendre comment de précipitation on peut s'attendre de recevoir annuellement en allant vers l'avant. Pour que je puisse comprendre si la précipitation, le modèle, change. Est-ce qu'on en reçoit plus ou moins? Qui pourrait mettre plus de pression sur les bords de route, les fossés, sur les systèmes d'égouts? Et donc, je peux mieux comprendre le montant de précipitation que je vais recevoir dans l'avenir. Un autre facteur clé par rapport à la précipitation totale, c'est que on doit toujours connecter les résultats envers un résultat. Par exemple, lorsqu'on planifie pour une solution pour les eaux de tempête, pour, disons, des marais de rétention, et ainsi de suite, on se demande comment souvent ces volumes vont-ils excéder le maximum, ce qu'on a modélisé pour. Vous allez aussi demander quelle saison serait plus de précipitations dans mon endroit et aussi, est-ce que les événements courts mais intenses changent dans mon endroit? Et basé sur les réponses à ces questions importantes, les totals font partie de l'image qui peuvent vous aider à mieux répondre, vous aider à trouver ce que vous recherchez. Et si vos réponses se penchent envers l'intensité, vous pouvez sauter dans d'autres variables qui vont plus décrire l'intensité de la précipitation dans l'avenir ainsi que dans le passé, que vous pouvez utiliser pour vos systèmes d'égouts, les jardins de pluie ou les étangs de rétention ou changer les dimensions de fossés, etc. Ou même une autre variable importante pour les communautés côtières et littorales autour du Canada, et particulièrement au Canada Atlantique, parce que nous, on habite à côté de l'océan, c'est l'augmentation du niveau de mer relative. Cette augmentation, c'est le changement dans les niveaux océaniques relatifs à la Terre. Et la partie relative, c'est pourquoi ça diffère selon la côte canadienne. Pourquoi relatif? Parce que dans certains endroits, l'augmentation du niveau de mer est amplifiée et plus sévère comparée à d'autres endroits. Parce qu'à certains endroits, nous pouvons avoir un levé des terres au même temps qu'on a une augmentation du niveau de mer qui va changer le montant relatif pour cet endroit. Ou à certains autres endroits, nous avons de l'érosion qui aussi va changer l'apparence et l'interaction entre nos terres et le niveau de mer. Et alors, pour des décisions adaptives, on connecte l'augmentation du niveau de mer relative à l'exposition à l'inondation côtière, l'érosion de côte et le contexte de risque à ces derniers et les choix à long terme où investir et où augmenter, élever et où devons-nous protéger sur nos communautés côtières. Ensuite, basé sur ces derniers, nous pouvons prendre des décisions fondées sur la nature, comme les niveaux d'eau
augmente. Des solutions telles comme la restauration des dunes, protection des marais salés et des côtes vivantes peuvent réduire l'énergie des vagues et l'érosion tout en fournissant des avantages écologiques pour la communauté. C'est pas de la magie, il requiert toujours de l'espace, du temps et requiert du travail et de surveillance. Mais avec des informations précises par rapport à l'augmentation des niveaux de mer, euh, nous pouvons attribuer nous pouvons rendre plus efficace le temps et les efforts que nous attribuons envers ces solutions fondées sur la nature. Les autres variables qui peuvent être très utiles pour les communautés côtières, c'est l'allocation verticale. C'est une des concepts les plus prêts à prendre des décisions dessus. Comme j'ai décrit ça comme planification à l'élévation, vous pouvez ajouter ça comme un actif. Augmenter l'altitude de l'installation pour réduire la chance d'inondation pour que ça ne va pas au-delà de vos considérations et de vos seuils d'accès. Votre tolérance de risque acceptable. Alors, ça aide à répondre aux questions pratiques si on désire que les risques d'inondation d'aujourd'hui demeurent assez constants dans l'avenir. Comment plus haut devrait-on planifier dans les communautés côtières? C'est particulièrement important aux nouvelles installations, les mises à jour et les anciennes installations. La concept créer des nouvelles routes, des stations de déversement et toute structure non vivante tout au long de la côte. Et ça va complémenter les solutions fondées sur la nature aussi. Même avec les côtes vivantes ou les dunes, nous avons souvent besoin des décisions informées face à l'élévation pour établir vos solutions assez éloignées des risques actuels. Alors, ces données d'allocation verticale, c'est une série de données prêtes à utiliser pour cette prise de décision pour votre endroit. Puisqu'on a un temps limité, je vous encourage fortement de nous contacter à climatatlantique.ca quand vous avez des questions par rapport aux données climatiques, vous avez besoin d'un support pour l'interprétation des données climatiques, quand vous vous sentez comme si vous voulez apprendre plus par rapport aux données climatiques. Tous nos services sont gratuits et nous avons aussi un programme appelé ARC que Amanda va vous expliquer par après. Vous pouvez vous joindre à ce programme pour en apprendre plus par rapport aux données climatiques et comment utiliser ces derniers pour la prise de décision. Merci, Armin. Excellent. Comme j'ai mentionné auparavant, j'apprends tout le temps de quoi de nouveau. J'ai assisté à la présentation d'Armin à plusieurs reprises, mais c'est toujours génial de l'entendre à nouveau parce qu'il y a tout le temps de quoi de nouveau que je vais apprendre. As-tu des questions avant de passer à la portion pour Amanda? Je vois beaucoup de pouces, des applaudissements. Ah oui, un applaudissement. J'adore les icônes. Pas de questions. Nous aurons aussi l'opportunité pour plus de questions après la présentation d'Amanda. Alors, passons maintenant à Amanda. Amanda, c'est la gestionnaire d'apprentissage et de formation à Climat-Atlantique. Elle détient une maîtrise en études environnementales et travaille sur le développement communautaire des projets de changement climatique et environnemental pour au-delà de 20 ans, incluant 10 ans comme la directrice exécutive ou la PDG à EOS Écoénergie à Tantramar. Elle est aussi récipiente de plusieurs prix pour son travail, incluant la médaille Jubilé Platinum pour la Reine Élisabeth pour des services communautaires exemplaires. Quand elle ne travaille pas, elle adore passer du temps à explorer les forêts et les plages des maritimes. Elle a un excellent terrain aussi et est aussi là à faire du ski de fond lorsqu'elle a la chance d'y faire. Amanda, je te passe maintenant la parole. On a hâte à entendre ta présentation. Merci beaucoup, Charles. Je vais partager mon écran aussi. Great. Hopefully that worked for you. Bon, j'espère que ça a fonctionné. You can see it all right. Okay, perfect. Tout le monde peut voir. Excellent. I just want to see as many faces as Je veux voir autant de visages que possible. Great. Okay, well, hi everybody. Thanks Bon, so much ben, for bonjour having tout le me. monde. Merci de nous joindre. C'est génial d'être ici aujourd'hui avec tout le monde. So I'm going to share with you
Alors, je vais partager avec vous quelques informations à propos de notre programme ARC, comme Charles a dit, et en particulier se concentrer sur le renforcement de capacités et de connaissances pour l'adaptation climatique et des approches fondées sur la nature en particulier. Alors, un aperçu, la série de formations, c'est quoi? Pourquoi l'a-t-on créé ici à Climat Atlantique? La concentration sur le renforcement de la capacité au sein du programme et aussi lancer un appel à nos partenaires de livraison au travers du Canada Atlantique et aussi expliquer à qui est destiné le programme. Au cas où vous vous demandez si c'est destiné à vous, je vais vous expliquer les avantages que nos participants perçoivent au long terme et qu'on espère de voir comme un résultat de ce programme de formation. Et si vous êtes intéressé, je vais aussi vous donner des informations comment vous pouvez appliquer pour la prochaine cohorte, la prochaine prise en charge. Premièrement, c'est un programme concentré sur l'Atlantique. Il se peut que vous vous demandez, vous savez, il y a beaucoup d'autres formations de changement climatique disponibles au travers du Canada, mais nous, on voulait créer quelque chose par et pour les Canadiens de l'Atlantique, avec notre contexte unique en tête, les défis et les opportunités qu'on voit ici dans le Canada Atlantique, et de créer quelque chose ici pour nous de la région. On sait que nos communautés affrontent des impacts continus du changement climatique, comme Armin a expliqué. Et donc, on voulait aider nos communautés à adapter aux changements qu'ils perçoivent et ils voient. On veut aussi aider à combler la lacune ici en formation et de supporter la main-d'œuvre et les besoins d'emploi qu'on voit au Canada Atlantique. Pour être en mesure d'offrir notre formation, nous avons un financement des gouvernements de Nouvelle-Écosse et Ressources naturelles Canada. Et qu'est-ce que ARC s'est offert à la portée du Canada Atlantique et c'est une formation d'introduction pour les gens qui sont nouveaux à ce type de travail, mais c'est compréhensif comme formation. On couvre beaucoup de différents sujets, un peu de tout que vous aurez besoin de savoir pour commencer dans le domaine d'adaptation, incluant les gens qui travaillent sur des solutions fondées sur la nature. Nous avons lancé le programme de formation il y a 1 an et comme Charles l'a dit, nous sommes dans le milieu de notre 3e itération de la formation. Et nous incluons des renforcements de capacité pour des approches fondées sur la nature, mais on regarde vraiment l'adaptation en général. Alors, c'est un programme de 12 semaines à temps partiel. Ça requiert 60 à 70 heures pour compléter, en moyenne 5 heures par semaine. Alors, c'est assez important comme un investissement de temps. Nous avons des prises en charge chaque janvier et chaque septembre. Et nous offrons des cohortes dans chacun des 4 provinces atlantiques en anglais. Et ensuite, une cohorte francophone à la portée de la région. On essaie de garder les cohortes assez petites pour qu'on puisse on fait un maximum de 25 participants pour qu'on ait une bonne expérience personnalisée, puisqu'on fait beaucoup de choses virtuellement. On aime qu'on puisse se connaître un peu mieux et tout le monde puisse s'engager et être impliqué dans le tout. La modélisation du programme se concentre sur 3 différents domaines de renforcement de capacité. On fournit de l'information en termes avec un contenu dans 6 modules virtuels. On offre du temps pour connecter avec vos pairs dans le programme ainsi que des experts au travers de la région Atlantique. On fait ceci avec des rencontres virtuelles au cours des 12 semaines et des événements à toute cohorte où nos participants peuvent se connecter avec les gens dans les autres provinces et les autres cohortes. Et un autre aspect important du programme ARC, c'est la concentration sur construire des capacités, le renforcer des capacités et une approche pratique à l'adaptation. On fait ceci avec divers devoirs, des activités à main, des sessions de formation qui sont soit demi-journée ou pleine journée, parfois en présentiel ou virtuel aussi. Et à date, ils ont été virtuels pour la cohorte francophone parce qu'on a des gens qui participent de toute la partie du Canada Atlantique. Alors, avec le programme ARC, on essaie aussi de rendre ça aussi accessible que possible, avec l'inclusion de beaucoup de langages généralisés pour que c'est ouvert pour tout le monde. On inclut aussi beaucoup de perspectives diversifiées, beaucoup de différentes voix avec les exemples fournis, les études de cas, les histoires. Nos animateurs cherchent toujours à inclure plus de voix aussi, plus de perspectives. Et dans chacun de nos modules, nous incluons divers apprentissages autochtones. On travaille aussi avec
une communauté autochtone, Lennox Island, à l'île du Prince-Édouard, et eux travaillent sur des modules menés par les Autochtones et un contenu autochtone pour nous aussi, qui est très excitant. Nous aussi, au travers du programme, on explore le rôle d'équité en adaptation. On réfléchit à ceux qui sont les plus vulnérables dans nos communautés et comment l'adaptation peut aider sur le côté d'équité des choses aussi. Et au travers du programme, on se concentre aussi sur le processus social d'adaptation. Alors, on n'aborde pas trop en détail sur comment on peut faire des approches fondées sur la nature ou comment faire différents types de travail adaptés, mais on regarde ça en général et on se concentre sur comment fait-on ce type de travail avec d'autres êtres humains, comment travaille-t-on ensemble, comment on aborde des conversations difficiles et ce type de choses. Nous avons aussi des divers résultats d'apprentissage. Alors, si vous choisissez de vous abonner au programme, vous allez apprendre comment gérer des processus d'adaptation, comment comprendre et utiliser les informations climatiques, comment évaluer les risques et la vulnérabilité, et à un niveau introductoire, comme j'ai dit, comment engager, faciliter et collaborer au travers des différents secteurs, comment parler à différents gens, comment centrer l'équité et le leadership autochtone dans le travail adaptif, comment naviguer différents niveaux gouvernementaux et ultimement comment influencer le changement et augmenter la résilience communautaire. Alors, je vais aborder un peu les détails dans les modules. Alors, si vous êtes curieux et intéressé à participer dans le programme, vous allez en savoir un peu plus à quoi vous attendre. Alors, on commence les choses à comprendre les changements climatiques. On fournit beaucoup de différents types d'informations climatiques. Et la présentation d'Armen était un excellent exemple de quel type de données climatiques sont inclus dans les modules. Mais on va aussi au-delà de ça pour inclure différents types d'informations provenant des histoires autochtones et des leçons face à comment les informations climatiques peuvent être exprimées en art et d'autres façons aussi. Avec chacun de nos modules, nous fournissons des compétences, un élément de renforcement des compétences. Alors, dans le premier module, on fait des activités pré-évaluation pour voir à quel niveau nos participants se retrouvent, quelle capacité ils ou elles ont, et sur quoi se concentrer. Parce que la chose intéressante à propos de l'ARC, c'est que c'est flexible. Et donc, ça peut être personnalisé aux participants. Les participants peuvent plonger de façon plus approfondie dans les domaines d'intérêt et peut-être passer rapidement à travers de ceux qui ne les intéressent pas ou les intérêts dans lesquels ils ont déjà beaucoup de connaissances et compétences. Et dans ce premier module, on fait aussi des travaux directs avec Armen et son équipe. Dans le module 2, on se concentre sur le risque, la vulnérabilité et l'adaptation. Qu'est-ce qu'est l'adaptation? C'est quoi la maladaptation? Nous avons un survol d'évaluation de risque à un niveau introductoire. On partage beaucoup de méthodes d'adaptation, des outils, des planifications d'adaptation, des cheminements possibles, différentes approches au travail d'adaptation. On partage beaucoup de différents exemples des projets d'adaptation provenant de toute la région atlantique. Et ensuite, différents outils adaptifs qui ont été créés ici au travers de la région aussi, incluant des approches fondées sur la nature, et je vais aborder ça dans quelques instants. Le deuxième module, les renforcements des compétences pratiques, c'est des activités de jeu de rôle qu'on fait et nos participants peuvent explorer diverses études de cas de leur choix. Module 2, c'est aussi là où on va trouver des approches fondées sur la nature. Alors, on fournit des exemples des approches fondées sur la nature et des histoires et des photos de travers de notre région, des choses telles comme des toits de verdure, des jardins de pluie et la restauration des côtes et la liste continue. On se connecte aussi avec d'autres outils et de ressources. Alors, je vais lancer appel à RELB et leur communauté de pratique basée sur la nature. On se lie aux infrastructures basées sur la nature, les outils, l'outil d'analyse de coûts et bénéfices, une base de données de ressources auxquelles on a un lien, une étude de code, une cartographie d'actifs naturels et des projets basés sur la nature. Il y a des lignes directrices pour les gouvernements locaux, plus de vidéos, des webinaires, et vous pouvez toujours plonger de façon plus approfondie dans le contenu si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse. Et aussi, peu importe quel type de travail adaptif dans lequel vous travaillez, que ce soit des approches fondées sur la nature ou des autres, communication, facilitation, des compétences d'arrangement, sont utiles au travers de tout ce type de travail. Alors, le module 3 est très important pour les gens où on leur aide à encadrer les messages pour parler avec les autres, pour explorer différents types d'engagement, différentes opportunités
des rencontres communautaires, des événements divers, comment animer des rencontres, comment accomplir les résultats et faire procéder les choses, et comment gérer le conflit, toutes les bonnes choses qui ont lieu lorsque les gens se réunissent pour travailler sur des choses ensemble. On a aussi la chance de faire des activités d'engagement et mettre en pratique les choses de façon virtuelle ou en présentiel ensemble. Ensuite, si vous faites du travail d'adaptation, que ce soit un projet basé sur la nature ou quelque chose d'autre, c'est fort probable que vous n'êtes pas seul dans le monde d'adaptation. Vous collaborez avec les autres. Et donc, ce module explique pourquoi c'est important de collaborer et comment y arriver. Alors, il y a des astuces, des informations sur établissement de relations, renforcement de l'esprit d'équipe, des accords de groupe, vérification, des astuces pratiques et des avis provenant des gens qui font ce type de travail depuis longtemps, comment renforcer la confiance. Et aussi, on offre un lien aux collaboratives, aux communautés de pratique et des groupes de travail dans les 4 provinces aussi. Et on encourage nos groupes de leur contacter et d'en faire partie. On fait beaucoup d'activités de groupe aussi. Le prochain module se concentre sur la gestion du processus d'adaptation et les encadrements qu'on passe à travers avec nos participants sont vraiment, c'est vraiment un fait saillant du programme. Beaucoup d'entre eux le trouvent très utile parce que beaucoup de communications cherchent à créer un changement dans leur communauté et leurs organisations et on peut leur offrir des encadrements utiles pour ce travail et cette planification, mais aussi la mise en œuvre de votre travail, des astuces et des informations, comment surveiller, évaluer, comment s'en souvenir des questions d'équité, comment inclure des perspectives autochtones et des travaux menés par des connaissances autochtones. On fournit aussi des informations sur la résilience personnelle parce que ce travail peut être très difficile parfois. Et donc, on se connecte avec des experts dans le domaine aussi face à comment supporter notre résilience personnelle au travers de ce travail. Et on fait des activités pratiques autour des changements systémiques. On termine le programme ARC avec influencer le changement et comment naviguer l'adaptation au travers des différents niveaux gouvernementaux parce que beaucoup de notre travail adaptif inclut travailler avec les gouvernements, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, et travailler avec les gouvernements autochtones aussi. Alors, ce module, on entend beaucoup parler de nos participants que c'est des informations qu'eux n'ont jamais entendues auparavant ou n'ont jamais pu avoir de façon centrale. Alors, on fournit de l'information sur questions de juridiction pour ces différents gouvernements, leur rôle, leurs responsabilités et comment eux se connectent les uns avec les autres et ensuite comment on peut communiquer avec eux aussi et comment travailler avec eux. On a un panneau de discussion gouvernementale dans chacun de nos cohortes qui regarde à chacun des provinces, mais c'est vraiment une bonne opportunité de demander des questions aux gens qui font ce type de travail avec les gouvernements et on termine le tout avec des jeux. Et je voulais partager des photos à l'allure du programme ARC. C'est des photos provenant de nos divers cohortes, que ce soit des activités de groupe, des intervenants virtuels ou en présentiel, beaucoup de visages souriants dans nos photos. Et dépendamment du cohorte et la saison et la province, on essaie de sortir pour des visites sur site. Et la première ici, on est à la Côte Vivante à Dartmouth. On a des invités, des animateurs invités, des présentations. En voici un d'un panneau gouvernemental. Et dans la dernière, on est déguisé parce que on essaie de vraiment vivre la réalité dans nos jeux de tour de rôle. Et c'est là qu'on fait comme si qu'on est dans une rencontre de plans d'adaptation communautaire avec toute une différente série de personnages qui essaient de créer un plan d'adaptation ensemble. Je veux aussi faire appel à nos partenaires de livraison parce que Climat Atlantique ne réalise pas ceci seul. On livre avec l'aide de le gouvernement de Nouvelle-Écosse, avec Clean Foundation à l'île Prince-Édouard, c'est UPE, l'Université de l'île Prince-Édouard qui gère le programme. Et au Nouveau-Brunswick, c'est le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador, c'est mené par EcoNext avec un support du Conservation Corps. Aussi mentionner les gens qui livrent le programme et les chefs de cohorte. Et juste reconnaître Zahira avec RENB et qui mène la cohorte néo-brunswickoise et Charles qui mène la cohorte francophone. Si vous êtes curieuse, face à ce programme vraiment est pour vous. Nous avons rassemblé ceci et pour identifier l'auditoire cible, on voulait identifier ceux qui travaillent avec les collectivités et intervenants nouveaux en adaptation. Ça pourrait être des personnels des municipalités, coordinateurs de municipalités en matière de climat et de viabilité,
communautés et organisations autochtones, personnel des ONGA et des ONG, des firmes de consultation, personnel du gouvernement provincial. Plusieurs d'entre eux participent. Le programme, initialement, a été créé pour le gouvernement de Nouvelle-Écosse pour leur personnel. Nous avons pu le prendre et l'agrandir pour la portée du Canada Atlantique. On voit aussi divers secteurs représentés dans nos cohortes. Je pense que je faisais la somme et je ne sais pas s'il y a un secteur qu'on n'a pas vu à date. Alors, les gens provenant de santé, agriculture, défense, foresterie, les ingénieurs, mesures d'urgence, construction, la pêche, électricité, conservation d'habitat, bassin versant, participent tous. Alors, les gens qui travaillent sur des infrastructures naturelles et des approches fondées sur la nature, tourisme, patrimoine. Alors, si vous participez, votre cohorte sera très diversifiée, comme j'ai noté. On voit aussi des diplômés récents et des étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui participent aussi et plusieurs gens qui simplement cherchent à rentrer dans le domaine et changer de carrière. Et en fait, la moitié de nos participants à date travaillent avec des communautés, beaucoup d'autres avec les secteurs. Il y en a qui ont des aspirations professionnelles. Et ensuite, il y a 5 on nous ont dit que leur raison principale, c'est le réseautage. Mais tous les participants ont aussi mentionné le désir de renforcer leur réseau dans ce type de travail. Les avantages pour les participants, ils apprennent à travailler avec la communauté, acquérir les compétences nécessaires pour travailler avec la communauté. Ils ont une collection de ressources très exhaustive. C'est une des choses principales qu'on entend parler des participants qui aiment ça. Ils réussissent à comprendre l'adaptation climatique sous diverses perspectives qui nous aident à penser de manière plus holistique face à la prise de décision. Et ils viennent à apprécier le processus social d'adaptation. Alors, ils peuvent nous arriver en pensant que pourquoi c'est nécessaire que j'apprenne à propos de la communication et de l'engagement et ensuite ils réalisent, bon, ben, pour être en mesure d'accomplir des choses et de faire des changements et faire du bon travail, ça a la tendance d'être des travailleurs en groupe et de travailler avec les autres et dans une grande variété de secteurs parce que c'est vraiment du travail interdisciplinaire. Nos participants nous ont aussi dit qu'ils aiment acquérir une expérience pratique avec le programme et le tout leur aide à renforcer la confiance et le sens d'appartenance dans le domaine. Ils ont non seulement la chance de réseauter les uns avec les autres et les experts, mais ils peuvent aussi créer un sentiment de communauté parce que c'est un trajet d'apprentissage. On passe 12 semaines ensemble et à la fin, si nos participants atteignent le seuil de nos demandes, ils vont recevoir un certificat à la fin. Au-delà du programme, nous avons aussi des objectifs à long terme et des choses qu'on espère de voir comme résultat de ce programme d'ARC, des choses telles que le renforcement des capacités pour l'adaptation climatique au sein du main-d'œuvre, à aider à contribuer à des besoins d'emploi. On voit de plus en plus des positions qui requièrent des compétences et des connaissances en adaptation pour améliorer la communication, l'engagement et la collaboration. On espère aussi de voir plus d'applications de financement ayant du succès dans la région atlantique. On peut voir des financements qui vont à d'autres parties du Canada et on aimerait en voir plus arriver ici au Canada atlantique pour être en mesure d'autonomiser nos collectivités et être plus résilients comme région. On communique aussi avec les gradués par après. Quelques mois plus tard, on les contacte et on a entendu parler de nos participants qui disent depuis compléter, ils ont appliqué pour des financements, ils se sont joints à des comités, ils ont animé des rencontres et ils ont maintenant la confiance pour faire ce type de choses. Beaucoup d'entre eux aussi ont organisé des sessions d'engagement dans leur communauté et ont reçu un excellent rétro des participants. Alors, les impacts du programme ARC continuent à s'accumuler et se composer et croître dans plusieurs différentes directions. Si vous êtes intéressé, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en dériver avantage en participant, la prochaine prise en charge se trouve en automne. Nous aurons des cohortes dans chacun des 4 provinces atlantiques avec la livraison en présentiel et virtuel. La cohorte francophone, ça va tout être virtuel, aux distances. Le programme va de mi-septembre à mi-décembre. C'est gratuit pendant que nous avons un financement, alors au moins 1 an. Alors, dans l'automne, ça va être gratuit. L'application est gratuite aussi, mais nous avons des espaces limités. Pour les cohortes anglophones,
qui se rassemblent dans la province. Parfois, nous offrons aussi des bourses de déplacement pour aider et nous allons offrir une session d'information bilingue en juin où nous allons vous offrir plus de détails par rapport au calendrier d'automne, les bourses de déplacement et tout ça. Et j'inclus ici le site web et le code QR qui va vous mener directement là pour que vous pouvez rester informés et garder un œil ouvert pour ces informations et lorsque la période de prise en charge s'ouvre. Alors, surveillez le bulletin de nouvelles, les réseaux sociaux et tout ça pour que vous pouvez voir lorsque les applications sont prêtes à recevoir. Et merci beaucoup. Merci, Amanda. Excellent, comme d'habitude. Juste un aperçu rapide. Je sais qu'en ce moment, on est rendu à module 3. Moi, je suis chef de cohorte et cet après-midi, nous avons une session sur anxiété climatique. Alors oui, on touche beaucoup de différents sujets et c'est très illuminant. Et je sais que les gens dans mon cohorte qui participent, ça a vraiment élargi leur perspective en regardant la résilience climatique et ça leur fournit une différente perspective. A-t-on des questions pour Amanda? Pas de main levée. Nous avons partagé les courriels pour Amanda et Armin. Excusez. Alors, sentez-vous libre de leur contacter, nous contacter. On peut vous mettre en contact avec eux. S'il n'y a pas de questions, on peut terminer la session et juste rappeler que cet webinaire était concentré sur les connaissances, les données et le renforcement des capacités. Alors, Armin et Amanda ont à la fois démontré que en améliorant notre compréhension de données climatiques et les risques associés, ainsi que cultiver des expertises locales avec la formation et l'apprentissage en pair, ça peut aider de façon importante la promotion des preuves pour des actions climatiques. Les connaissances, les données et le renforcement des capacités sont aussi importantes pour améliorer l'adoption des solutions fondées sur la nature et, comme j'ai mentionné, augmenter la résilience du climat. C'est essentiel de continuer à enquêter et de surveiller la collecte de données tout en supportant l'innovation avec des projets pilotes et les collaborations entre la recherche et la pratique. Et comme on conclut la série d'aujourd'hui, on espère que nos 4 thèmes présentés vont nous guider envers des progrès durables et pratiques en améliorant comment les municipalités planifient, financent et engagent leur communauté à construire des connaissances collectives, des solutions basées sur la nature, comment ils peuvent s'intégrer sans délai dans la prise de décision quotidienne, contribuant à une communauté en santé et plus résiliente. Avant de partir, j'aimerais mettre en relief du travail qui se fait faire par une de nos partenaires organisatrices, Nature Canada. Lorsque vous avez la chance, visitez la section de trousses d'outils de Nature Canada. Une des trousses d'outils, c'est des solutions fondées sur la nature où vous allez trouver beaucoup de ressources sur des solutions fondées sur la nature, incluant des guides utiles, des études de cas, des outils pratiques pour vous aider à faire un impact important. Vous pouvez les explorer et d'autres ressources et d'autres trousses d'outils via le lien qui a été affiché dans le clavardage. Et finalement, si vous n'avez pas déjà fait, suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre bulletin de nouvelles sur des informations à venir, sur des webinaires dans l'avenir, des nouvelles environnementales et toute information sur des solutions basées sur la nature. Nous allons organiser des visites sur site. Suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous aimeriez nous suivre sur ces visites. Ce serait excellent de vous voir. Un gros merci à Patrick Murphy pour son travail d'interprétation aujourd'hui. Et les autres dans notre équipe, il y a Paul Gregory de Nature Canada, Adam Cheeseman avec Nature NB, mes collègues Zahira de NATH et Axel Hamdi du RNB pour leur aide technique, et bien sûr à tous nos intervenants et intervenantes, et vous qui se sont joints à nous aujourd'hui et tout au long de cette série de 4 semaines. Merci également au Fonds en fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick qui rend cet événement possible et au programme d'appui au bilinguisme du Nouveau-Brunswick du département d'affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick pour son soutien. Alors, merci encore. À bientôt, j'espère. Bonne semaine. Merci.